Le 3 décembre 2025, après 5 heures de négociations intenses au Kremlin, un constat est imposé. Aucun accord N est en vue concernant le sort des territoires ukrainiens occupés par la Russie. La rencontre entre Vladimir Poutine et elle, envoyé spécial américain Steve Witkoff, marque un moment crucial et frustrant dans la tentative de mettre fin à une guerre qui dure depuis près de 4 ans. Steve Witkoff n'est pas arrivé seul à Moscou. À ses côtés se trouvait Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump. Le duo S est fait connaître sur la scène internationale pour avoir négocié l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, et se voit désormais confier par Trump sa mission la plus ambitieuse, mettre un terme à la guerre en Ukraine. La réunion de mardi a été précédée d'une série de rencontres stratégiques. Le week-end précédent, Witkoff et Kushner étaient en Floride, où ils ont discuté du plan de paix avec des responsables ukrainiens. Avant cela, à Genève, des représentants américains, ukrainiens et européens avaient travaillé ensemble à affiner la proposition initiale de Washington. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a qualifié les discussions de « productives », tout en admettant « c'est délicat, c'est compliqué, et il y a de nombreuses variables en jeu ». Le plan américain en 28 points, divulgué en novembre, a immédiatement provoqué la controverse. Les propositions les plus polémiques incluent la reconnaissance de facto par la Russie des régions de Crimée, Donetsk et Luhansk, des zones qui représentent environ 19% du territoire ukrainien. En outre, le document propose de geler la situation dans les régions de Kherson et de Zaporizhia le long de la ligne de contact actuelle. Concrètement, cela reviendrait à légitimer les conquêtes russes obtenues par la force des armes. Et ce ne sont pas les seuls points controversés. Le plan original suggérait de réduire de moitié la taille des forces armées ukrainiennes, les limitant à 600 000 soldats, l'abandon par Kiev de ses armes à longue portée, ainsi que le retrait des forces ukrainiennes de la partie de Donetsk qu'elle contrôle encore. Pour l'Ukraine et ses alliés européens, ces conditions s'apparentent à une quasi-capitulation. Kiev insiste pour maintenir ses frontières dès avant ex-invasion et récupérer tous les territoires perdus depuis 2014, année de l'annexion de la Crimée par la Russie. Lorsque Witkoff et Kushner sont arrivés au Kremlin mardi matin, Poutine les a accueillis avec un sourire. Les caméras ont saisi le président russe leur demandant comment s'était passée leur promenade dans Moscou. Une cordialité de façade qui ne reflétait pas le ton réel des négociations. 5 heures plus tard, le verdict officiel est tombé par la voix de Yuri Ushakov, conseiller en politique étrangère du Kremlin. Ces mots ont été soigneusement pesés. Nous sommes parvenus à un accord sur certains points, a déclaré Ushakov, mais sur la question des territoires occupés qui représentent environ 19% du pays, aucune solution de compromis n'a encore été trouvée. Certaines propositions américaines peuvent être discutées. Le seul commentaire public immédiat des Russes est venu de Kirill Dmitriev, envoyé spécial de Poutine, qui a posté un seul mot sur les réseaux sociaux. Productif. Une description optimiste pour une rencontre qui, en substance, a produit aucun progrès concret sur la question la plus fondamentale. Qui contrôlera le territoire ukrainien? L'impasse reflète des positions qui semblent impossibles à concilier. Poutine est resté clair et inflexible. Quelques semaines avant la rencontre, il avait déclaré « Si les forces ukrainiennes quittent les territoires qu'elles occupent, alors nous arrêterons les opérations de combat. Si elles ne le font pas, nous atteindrons nos objectifs par des moyens militaires. » De l'autre côté, Volodymyr Zelensky, qui se trouvait à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron pendant les négociations à Moscou, a accusé Poutine d'utiliser ces discussions pour tenter d'affaiblir les sanctions contre la Russie. À présent, il cherche à trouver de nouveaux prétextes pour ne pas mettre fin à cette guerre, a déclaré le président ukrainien, appelant les États-Unis à faire pression sur Moscou. Pendant ce temps, sur le terrain, la réalité est brutale. En novembre, les forces russes ont réalisé leur plus grande avancée territoriale en un an, selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre. La ville stratégique de Pokrovsk, un important centre logistique ukrainien, est devenue le théâtre de combats intenses, Poutine allant jusqu'à affirmer, une déclaration contestée par Kiev, que ses forces en avaient repris le contrôle total. Pour les Européens, le déroulement de ces négociations est une source de profonde inquiétude. La crainte grandit que l'administration Trump, perçue comme excessivement conciliante à l'égard de Poutine, ne fasse pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte des conditions défavorables. Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères est montrée directe en commentant la situation avant la rencontre à Moscou. Nous ne devons pas perdre de vue que c'est réellement la Russie qui a commencé cette guerre et que c'est la Russie qui la poursuit.
Je crains que toute la pression ne soit exercée sur la partie la plus faible, car c'est la manière la plus simple de mettre fin à cette guerre, lorsque l'Ukraine se rend. Mais ce n'est dans l'intérêt de personne. En recevant Zelensky à Paris, Emmanuel Macron a réaffirmé que tout accord de paix devait être négocié avec l'Ukraine et les Européens à la table. Mais Poutine a déjà exposé son point de vue sur la participation européenne. Quelques heures avant de recevoir Witkoff et Kouchner, le président russe a accusé les Européens de tenter de faire obstacle aux efforts de paix de Washington, assortissant cette critique une menace voilée. Nous n'avons pas les intentions de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe veut soudainement se battre et commence, nous sommes prêts maintenant. Les négociations se déroulent à un moment particulièrement délicat pour l'Ukraine. Volodymyr Zelensky fait face à la plus grave crise politique interne depuis le début de l'invasion à grande échelle. Un scandale de corruption a ébranlé les plus hauts niveaux du gouvernement ukrainien, provoquant la démission d'Andriy Yermak, le puissant chef de cabinet de Zelensky et principal négociateur jusqu'alors. Il a été remplacé par Rustem Umerov, qui avait dirigé la délégation ukrainienne lors des discussions en Floride. La situation militaire est tout aussi critique. L'Ukraine traverse une grave crise de ressources humaines. Marco Rubio a souligné le coût brutal de la guerre. C'est devenu une guerre d'usure. Et malheureusement, les Russes ont montré que, ils étaient prêts à sacrifier 7000 soldats par semaine pour y parvenir. Alors que le soutien américain devient plus incertain sous Trump, l'Europe s'est imposée comme le principal bienfaiteur de l'Ukraine. Selon l'Institut Kiel, qui suit l'aide internationale à l'Ukraine, l'Europe a déjà contribué à hauteur de 167 milliards de dollars depuis 2022, dépassant les 130 milliards apportés par les États-Unis. Les pays nordiques, notamment la Norvège et la Suède, ont partiellement compensé la diminution du soutien américain. Le choix de Steve Witkoff comme envoyé spécial n'a pas été exempt de polémique. Une fuite audio publiée par Bloomberg en novembre a révélé une conversation téléphonique embarrassante. Dans cet enregistrement, Witkoff semblait conseiller Yuri Uchakov, le conseiller du Kremlin lui-même, sur la manière dont Poutine devait aborder Trump dans les négociations de paix. L'incident a soulevé de sérieuses questions sur le camp auquel appartenait réellement le négociateur américain. Trump a pris la défense de son envoyé, expliquant que, même s'il n'avait pas écouté l'audio, il ne agissait que une méthode standard de négociation pour un négociateur. Mais l'épisode a alimenté les soupçons européens et ukrainiens selon lesquels Washington serait trop proche de Moscou dans ses pourparlers. Après avoir quitté Moscou, Witkoff et Kouchner se sont dirigés vers l'Europe, où ils devaient rencontrer une délégation ukrainienne ce mercredi. Le lieu exact de la rencontre n'a pas été dévoilé, mais attend à ce qu'ils présentent à Zelensky le résultat de leur discussion avec Poutine. Les perspectives, cependant, ne sont guère encourageantes. Uchakov a été clair en affirmant qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, tant à Washington qu'à Moscou. Une phrase qui suggère que l'on est loin de tout accord. Pendant que les diplomates débattent à huis clos, la guerre se poursuit sans répit. Les missiles russes continuent de frapper les villes ukrainiennes. Des soldats des deux camps meurent chaque jour. Des familles sont constamment déplacées. Et l'hiver européen approche, apportant de nouveaux défis pour les civils qui tentent de survivre dans les zones de conflit. La réalité humanitaire est dévastatrice. Selon l'ONU, le nombre de morts civiles à Kiev jusqu'à la fin octobre a été presque 4 fois plus élevé que pour l'ensemble de l'année 2024. Au total, environ 14 534 civils, dont 745 enfants, ont été tués depuis le début de la guerre. Des millions d'Ukrainiens se retrouvent sans chauffage, sans eau ou sans service public de base, alors que les températures hivernales chutent. Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, a récemment visité l'Ukraine et a décrit la situation en des termes saisissants. La population civile est terrorisée par un volume implacable et quotidien de drones et de missiles russes. Les personnes que j'ai rencontrées cette semaine à Kherson et à Odessa sont sous attaque constante. Elles doivent se réfugier dans des abris anti-aériens, parfois plusieurs fois par jour. Beaucoup ont froid cet hiver, et toutes parlent d'épuisement et de peur. La ville de Kherson est devenue un symbole particulier de l'horreur quotidienne de la guerre. Depuis la mi-juillet, la ville et les villages voisins ont subi plus de 9500 attaques par de petites drones, qui ont tué au moins 37 personnes et blessé des centaines d'autres. Plus de 50 travailleurs humanitaires ont été tués ou blessés en Ukraine depuis le début de l'année, la majorité à Kherson ou dans ses environs. Les frappes contre les infrastructures énergétiques ont rendu cet hiver particulièrement brutal. Le 28 novembre, une nouvelle vague
attaque de grande ampleur contre les installations énergétiques du pays, a provoqué de longues coupures de courant, touchant environ 1 million de consommateurs. Il s'agissait de la 11e attaque coordonnée majeure contre le secteur énergétique depuis février 2022, aggravant encore une situation déjà désespérée pour les plus vulnérables. L'évaluation hivernale de REACH a identifié les régions de Kharkiv, Donetsk et Soumy comme les zones D et Ukraine présentant le risque le plus élevé d'aggravation des besoins humanitaires cet hiver. Cette forte vulnérabilité est attribuée aux dégâts liés à la guerre, à la densité de population et aux températures extrêmes prévues. Les attaques ont également provoqué de longues interruptions des services d'eau et de chauffage. L'approvisionnement en eau a été coupé pendant plusieurs jours dans de grandes villes comme Kherson, Khmelnytsky et Rivne, après les frappes contre les infrastructures énergétiques. Environ 3,7 millions de personnes restent déplacées à l'intérieur de l'Ukraine et près de 6 millions sont réfugiés, principalement en Europe. Rien que cette année, environ 122 000 personnes ont été nouvellement déplacées, principalement en provenance des zones de première ligne. L'ONU estime que 12,7 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire, ce qui souligne l'ampleur de la crise. Le coût de la reconstruction et du redressement de l'Ukraine est estimé à 486 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, selon une évaluation conjointe de l'Ukraine de l'ONU, de la Banque mondiale et de la Commission européenne. Cela représente 2,8 fois le PIB de l'Ukraine en 2023. Une somme astronomique qui illustre l'ampleur de la destruction. Les critiques européens du plan américain se sont montrés particulièrement virulents. Kaja Kallas, dans une interview récente à CNN, a été directe. Nous ne devons pas détourner notre attention de ceux qui ne veulent pas la paix, c'est-à-dire la Russie. Nous n'entendons pas parler de concessions russes. Elle a critiqué le plan des États-Unis pour ne pas exiger de concessions de Moscou et rejeté les propositions visant à limiter les capacités militaires de l'Ukraine, arguant qu'elle reviendrait à récompenser l'agression. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a déclaré que plusieurs dispositions du plan étaient inacceptables. Il a souligné son opposition aux limites proposées pour les forces armées ukrainiennes et insisté sur la nécessité de maintenir les sanctions contre la Russie. Le chancelier allemand Friedrich Merz a averti que, même si les négociations à Genève avaient permis de clarifier certaines questions, une paix durable en Ukraine restait lointaine. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a défini 3 éléments indispensables à une paix juste et durable. Les frontières ne doivent pas être modifiées par la force. Il ne doit pas y avoir de limites imposées à l'armée ukrainienne et l'Union européenne doit jouer un rôle central pour garantir la paix pour l'Ukraine. L'Ukraine doit avoir la liberté et le droit souverain de choisir son propre destin, a-t-elle déclaré. En réponse au plan américain, un groupe de 11 pays européens, dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Canada, la Finlande, l'Espagne, l'Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège et l'Irlande, a publié une déclaration conjointe. Nous sommes prêts à nous engager afin de garantir qu'une future paix soit durable. Nous sommes clairs sur le principe selon lequel les frontières ne doivent pas être modifiées par la force. Les dirigeants européens sont allés jusqu'à élaborer un contre-plan alternatif qui diffère sensiblement de la proposition américaine. Contrairement au document de Washington, la version européenne prévoit que les négociations sur le territoire aient lieu après qu'un cessez-le-feu a été conclu, et non avant. Elle ne rejette pas non plus la perspective une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et suggère que l'armée ukrainienne soit limitée à 800 000 membres, et non 600 000 comme le propose le plan américain. Le général Onno Eichelheim, commandant en chef des forces armées néerlandaises, a exprimé de graves préoccupations au sujet du plan initial. Je pense que les bases sont erronées dans ce qui est actuellement sur la table, car cela n'a pas été établi avec l'Ukraine ou les pays européens. Il a mis en garde contre le risque que, si Zelensky signait l'accord en l'état, cela offre à Moscou une fenêtre pour reconstituer son armée et, potentiellement, attaquer un territoire allié d'ici 18 à 24 mois. Certains sénateurs américains ont également exprimé leur opposition au plan. Le sénateur Mike Rounds, républicain du Dakota du Sud, a déclaré après un briefing avec Marco Rubio « On aurait dit que ce texte avait été rédigé en russe au départ ». Le sénateur Mitch McConnell a été encore plus sévère, écrivant sur X « Poutine a passé toute l'année à tenter de faire de Trump un pantin. Si les membres de l'administration sont plus préoccupés par l'IDD, apaiser Poutine que de garantir une paix réelle, alors le président devrait trouver de nouveaux conseillers. » La Hongrie a fait figure d'exception notable en Europe. Le ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, a écrit sur X
Le plan de paix en 28 points est une grande chance de mettre fin à la guerre en Ukraine. Pourtant, certains dirigeants d'Europe occidentale essaient de le bloquer. Notre position est claire. Chaque responsable politique européen a le devoir de soutenir ce plan totalement et sans condition. La position hongroise souligne les profondes divisions au sein de l'Europe sur la façon d'aborder le conflit. La rencontre de 5 heures à Moscou a confirmé ce que beaucoup soupçonnèrent déjà. Mettre fin à cette guerre sera infiniment plus complexe que ne avait imaginé Trump. La question territoriale reste un fossé infranchissable entre les positions russes et ukrainiennes. Poutine ne renoncera pas à ses conquêtes territoriales. Zelensky ne peut accepter la perte permanente de 19% de son pays. Et, entre les deux, Trump tente de conclure un accord dans une situation où aucun compromis ne semble possible sans que une des parties abandonne ses exigences fondamentales. Pour l'instant, la guerre continue et la paix demeure lointaine.